L'Algérie à la croisée des chemins au sens propre du terme. Le pays, un an après la chute de Abdelaziz Bouteflika, la crise du coronavirus est venue accentuer les difficultés économiques en Algérie. Le pays est confronté à la double crise de la Covid-19 et de la chute du pétrole, du prix de pétrole. En effet, face à une crise économique aiguë à laquelle il fait face, fonte de matelas, du matelas de devises, recours à la planche à billets, chômage de masse, chute des prix des hydrocarbures. Les caisses de l'État se vident avec un pétrole à 40 $ le baril. Le dinar est en chute libre face à l'euro et le gouvernement a de plus en plus de mal à financer ses transferts sociaux. Autant d'incertitudes qui font craindre un Hirak saison 2 et la montée des partis islamistes, les seuls partis pour l'instant à proposer un projet politique. Pour faire face à la situation, l'État se veut pourtant rassurant avec la prise de mesures concrètes pour maintenir ses engagements, même si le défi paraît colossal. Pour aborder ces sujets complexes, nous avons fait appel à M. Mohamed Bouhamidi, enseignant en philosophie, militant syndicaliste et politique, chroniqueur de presse. Vous êtes beaucoup de choses à la fois, Monsieur Bouhamidi. Bonjour. Bonjour. Bonjour, merci pour votre invitation et merci aux auditeurs qui veulent bien nous écouter en tout cas à moi. Alors, tout d'abord, merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, on va commencer à parler tout de suite du Hirak selon vos propos. Le Hirak originel n'existe plus. Qui continue de manifester aujourd'hui dans la rue? Et le Hirak, quand on dit le mot Hirak, on nous renvoie tout de suite à une image. Et c'est celle des millions d'Algériens qui, sur plusieurs vendredis, entre la fin du mois de février et la fin du mois d'avril, c'est-à-dire sur essentiellement 2 mois, mars, avril, sont sortis dans la rue. De l'aveu même de ceux qui continuent à manifester, et les chiffres étaient totalement impressionnants, et même à travers le monde, les médias, les observateurs ont reconnu le chiffre exceptionnel des manifestants. Alors, on a parlé de 20 millions de manifestants. À mon avis, ce n'est pas possible parce que 20 millions, c'est quasiment la moitié des 45 millions d'Algériens. Mais le chiffre de 12 millions a été totalement accepté par l'ensemble des observateurs. Et d'abord, par ceux qui continuent de manifester. Or, ce que nous avons des chiffres qu'il y avait juste avant le début de la crise du corona, c'était quelques milliers de manifestants. Dans le meilleur des cas, pour la fête du 5 juillet et du 1er novembre, il y a eu un nouvel afflux qui a rassemblé à peu près 50 000 manifestants à travers toute l'Algérie. Entre 12 millions et 50 000 manifestants, ben vous faites le compte. 10% de 12 millions, c'est 1 200 000. 1% de 12 millions, c'est 120 000. Ils sont à 50 000 dans le meilleur des cas, c'est-à-dire à 0,1% de ce qu'il y avait dans la rue en mars et en avril. La décrue, quand ce phénomène qu'on a appelé Hirak, qu'on a appelé à notre place Hirak, c'est comme en 2011. C'est-à-dire concrètement, M. Bouhamidi, quand vous dites on a appelé à notre place Hirak. Mais bien sûr, ce n'est pas nous, ce n'est pas les manifestants, ce n'est pas nous qui étions dans la rue qui avons décidé de nous appeler Hirak. Dans la presse, immédiatement, on nous a appelé Hirak et pas dans la presse algérienne. C'était à partir d'une dénomination. Mais vous vous souvenez, par exemple, des manifestations à Tunis. Immédiatement, les manifestations, comment on appelle ça le printemps arabe? Et puis on lui a donné un nom, la révolution du jasmin. Pour nous, on nous a appelé révolution du sourire. Quand c'est quelqu'un d'autre qui vous donne votre nom, il vous donne avec votre nom, il vous donne un contenu. Ça veut dire il donne un contenu, il donne un programme non dit, non explicite à votre mouvement. Si nous continuons à utiliser le mot Hirak, ce que les gens vont croire, c'est que c'est le même nombre de manifestants qui sont aujourd'hui dans la rue qu'au mois de mars et qu'au mois d'avril 2019. Ce qui n'est absolument pas vrai.
Mais Alors, toutefois, si nous... si vous permettez, Monsieur Bouhamidi, la population, même si le nombre n'est pas le même, pour certains diront que c'est peut-être dû à la crise du Covid-19 que les gens ne sont, ne sont... Excusez-moi de vous avoir interrompu, je vous demande pardon. Je vous en prie. Excusez-moi. Je vous parle d'avant le Covid, pas après le Covid. Il y a eu un nombre impressionnant de manifestations, aussi bien en Algérie qu'en terre étrangère. Sur les terres étrangères, c'est d'abord la France. C'est-à-dire il y a eu un nombre considérable de nos frères émigrés qui étaient dans la rue, qui ont manifesté. Or, ce nombre a commencé très vite à décroître à la fin du mois d'avril. Début mai, il était infiniment inférieur à ce qu'il était avant. Mais qu'est-ce qui s'est passé alors entre février et avril, fin avril, début mai il y a eu l'arrestation des ministres, de 2 premiers ministres, les principaux responsables de l'oligarchie. Nous avions obtenu au cours de cette période de 2 mois, premièrement, le départ de Bouteflika. On l'a obtenu très vite, mais parce qu'il y a eu très vite une alliance avec l'armée. C'est-à-dire, On se rappelle. Oui, non, c'est-à-dire qu'après 3 semaines de après 3 vendredis de manifestation, l'armée avait compris que cette mobilisation absolument extraordinaire, cette révolte, qui était prévue, qui était attendue, qui était prévisible, attendue par qui? Attendue d'abord par les partis politiques, dits de l'opposition, par les ONG, qui, comme en 2011, on commençait à se dire, mais c'est pas possible que l'Algérie, qu'il n'y ait pas de révolte en Algérie. Ils l'ont dit en 2011 et ça a été un échec. Ils l'ont dit pour la fin, pour le 5e mandat de Bouteflika. Mais cette révolte a été espérée par notre peuple lui-même. Les gens se regardaient et disaient, mais enfin, quand est-ce qu'on va mettre fin à cette mascarade de cet homme muet, impotent, dans un fauteuil, et qui dégrade totalement notre image, à la fois à l'étranger, mais aussi notre image interne, psychique. Nous avions honte de nous être laissés entraîner dans cette situation. Donc elle était à la fois attendue comme une roue de secours par les partis de l'opposition, et elle était espérée par notre peuple comme étant une porte de secours, une porte de sortie dans la crise où nous avait mis la gouvernance du président Bouteflika. Mais personne ne savait à quel moment le déclenchement allait se faire, à quel moment il y allait avoir le déclic, l'étincelle, le détonateur qui allait mettre le feu aux poudres. Et bien le feu aux poudres, c'est venu avec le 5e mandat. Le mandat de trop, l'humiliation de trop, le ras-le-bol. Et ces gens qui sortent, il faut bien, Yasmina, permettez-moi de vous le dire, c'est-à-dire, il faut bien examiner ceux qui étaient dans la rue. Vous aviez dans la rue, excusez-moi l'image, hein, vous aviez aussi bien le patron que l'ouvrier. Vous aviez aussi bien que la femme de la famille très riche, mais vous aviez aussi sa femme de ménage. Vous aviez des étudiants, vous aviez des vieux, des jeunes. Vous aviez même de très vieux. Et les gens venaient en famille. C'est-à-dire c'était la grand-mère, la mère, sa petite fille ou son petit-fils. Il y avait toutes les tendances culturelles, religieuses, politiques, etc. Vous aviez le moderniste à côté de l'islamiste, à côté du simple citoyen qui n'avait pas de couleur politique précise. Et c'était le chiffre de 12 millions. Vous aviez des zones absolument, comment on appelle ça, étonnantes, significatives. Bourj Bouarierj, par exemple, qui est une zone de tradition, de vieille tradition de lutte avec les ulama, l'association des ulémas, etc. C'était pratiquement toute la ville qui était dehors. Toute la ville qui était dehors. Les masses étaient impressionnantes. Annaba, Constantine, Oran, alors, ces masses étaient partout. C'est-à-dire que vous aviez aussi bien les citadins que les ruraux. Vous aviez des manifestations de paysans.
Vous avez des manifestations de bergers, puisqu'on a vu des vidéos de bergers qui disaient leur protestation. Mais M. Bouhamidi, effectivement, on ne continue pas à avoir le nombre de masses, mais on continue néanmoins à avoir certaines mobilisations. Comment vous pourriez expliquer cela, si vous considérez que la mobilisation n'est pas la même, mais selon vous, permettez-moi, mais elle existe toujours, cette mobilisation? Moi, je vous dis simplement que vous ne pouvez pas comparer 12 millions, 10 millions, 8 millions de manifestants avec moins de 50 000. Qui manifeste aujourd'hui alors? C'est des couches moyennes qui manifestent aujourd'hui. La décrue au niveau de la mobilisation, elle a eu fin avril, début mai. Quand, après le président Bouteflika... L'ancien président. Oui, l'ancien président Bouteflika, quand on a mis en prison avec lui son 440, quand on a commencé à mettre avec lui les oligarques, pratiquement le tiers ou la moitié des castes oligarchiques que les Algériens appellent Aïsaba, c'est-à-dire la bande mafieuse, en français, on peut traduire ça comme ça, mais d'un point de vue du concept scientifique politique, c'est une caste oligarchique. Ils ont vu que non seulement Bouteflika était parti, mais son 440 aussi, pour les couches populaires, c'est-à-dire pour les travailleurs, les salariés, les paysans. C'était gagné pour eux, ils avaient ce qu'ils voulaient. Et ils se sont retirés. Ceux qui sont restés dans les manifestations, vous pouvez les distinguer en deux groupes. Premier groupe, ce sont les partis politiques, les ONG, qui s'étaient préparés pour essayer d'orienter, de guider, de cornaquer cette extraordinaire mobilisation populaire. Alors vous noterez que j'appelle cela, moi, mobilisation populaire, et non pas Hirak. Alors, ça c'est d'une part. Ils avaient leur propre mot d'ordre, ils avaient leur propre but. Et ils ont essayé de les imposer à cette immense mobilisation populaire entre février et le mois d'avril. Ils leur ont proposé d'élire un chef de Hirak. Ils ont, à travers leur réseau, ils ont fait un travail fantastique pour proposer un nom. Je n'ai pas besoin de le redire. Et ça a été un échec. Ils ont essayé de placer Bouchèche. Alors il y a eu des votes par Facebook, il y a eu quelques milliers de votes. Mais il n'y a pas eu des millions de votes. C'est-à-dire les gens se les ont laissés passer. Quand il y a eu échec de la proposition d'un chef, ils ont commencé à proposer un triumvirat, c'est-à-dire un conseil de transition mené par 3 personnes. Et ça a échoué. Quand ça a échoué, ils ont essayé d'attirer les gens en proposant des personnalités dans l'ancienne génération un peu consensuelles, c'est-à-dire Talb Ibrahimi, fils d'un éminent membre de la Jmeya di Ulama. Ils ont proposé Ben Betoul, c'est-à-dire la figure la plus significative du néolibéralisme. Ils ont même essayé de proposer Yamin Zaroual, le président respecté et aimé par les Algériens. Ça a échoué. C'est-à-dire que si vous prenez leur tentative de guider cette mobilisation populaire, à tous les coups, ils ont échoué. Ils ont échoué également à les entraîner derrière leur mot d'ordre. Leur mot d'ordre a été les suivants. Pour forcer l'armée à reculer, parce qu'à un moment donné, à partir du mois de mai, c'est devenu beaucoup anti-armée, avec la Madiniya, M. Askaria. On se rappelle. Oui, bon, mais anti-armée, camouflé derrière anti-Gaït Salah. En utilisant d'ailleurs un langage ordurier, c'est-à-dire vraiment, c'est pas du tout un langage politique, et en insultant tous les autres, on les traitant de lèche-botte, lèche-rangère, etc. Mais, enfin, bref, revenons à ce qu'ils voulaient faire. Ils ont appelé à des grèves cycliques. C'est-à-dire une grève tous les mardis ou mercredis. Ça n'a pas marché, aucun ne les a suivis. Ils ont appelé à des grèves sectorielles, c'est-à-dire des grèves par catégorie. Une fois la grève des avocats, celle-là a marché. Et il y a eu une fois une grève des magistrats, celle-là a marché, mais une seule fois.
Ils n'ont pas fait de grève cyclique. Alors, grève cyclique des commerçants, des ouvriers, et ça n'a jamais marché. Et le grand échec, c'est quand ils ont demandé, ils ont appelé les étudiants à faire une grève générale illimitée. Alors là, oui, ça aurait été les grèves générales illimitées, Yasmina, dans toute l'histoire de l'humanité, c'est des grèves insurrectionnelles. Il n'y a pas de grève générale illimitée sans intention insurrectionnelle. On l'a fait quand on a envie de faire tomber un régime. Non pas un pouvoir, mais un régime, plus qu'un pouvoir. Et ça a échoué. Donc, sur tout le long de ce processus, l'ensemble de leurs mots d'ordre, de leurs slogans, des orientations qu'ils ont données, a été un échec populaire. C'est une façon du vote des Algériens pour leur dire non, ce que vous nous racontez ne nous intéresse pas. Mettre le 440, il faut imaginer qu'est-ce que c'est mettre le 440 en prison. C'était des fortunes les plus puissantes. Si pour nos frères immigrés, je vais préciser, ils avaient des radios, ces oligarques, ils finançaient des radios, ils finançaient des journaux, ils finançaient des télévisions, soit directement, soit par l'intermédiaire de participation à ces capitaux. Mais quand vous êtes un oligarque, vous êtes un homme riche, vous êtes un homme d'affaires. Mais quand vous êtes un oligarque et que vous avez des médias, vous devenez un homme politique. Ils avaient cette immense puissance. En plus, de l'argent que recevaient les ONG. Et bien, cette immense puissance, le peuple ne les a pas suivis. Alors, si j'étais en France, je devais donner un exemple. À Alger, la classe ouvrière, les salariés, ils ont manifesté. Mais ils n'ont pas manifesté en tant que classe ouvrière. C'est-à-dire que les gens sortaient, les gens des usines, les travailleurs, les couches populaires, sont sortis se fondre à l'intérieur de la foule et ont manifesté, mais à aucun moment ils n'ont apporté dans cette mobilisation le caractère de classe. Ils se sont fondus dans la réclamation générale du débat de Bouteflika, du départ de son CAC 40, et dès le deuxième vendredi, si je me souviens bien, deuxième ou troisième vendredi, en tout cas troisième maximum, et cette foule des gens avait choisi les symboles qui disaient le contenu de leurs revendications. Ces symboles, ils ont sorti les photos des martyrs. Ben Boulaïd en tête. Il y a aussi Ben Mehdi, il y a aussi Amérouche, il y a aussi Ali Lapointe, il y a aussi Hassiba Ben Bouali. C'est-à-dire l'image, ils se raccrochaient par ces images au symbole de leur action. Et tout le monde sait qu'est-ce que c'est un symbole. Un symbole, c'est le signe dans lequel nous nous reconnaissons. Eh bien, ces manifestations se sont reconnues dans les images du 1er novembre, dans notre guerre de libération. Et dès le deuxième vendredi, des slogans non à l'ingérence étrangère ont commencé à fuser. Puis, au troisième vendredi, il y a eu des slogans non très précis, non à l'ingérence de la France et des USA. Et très vite, notre peuple a compris que la gouvernance du président Bouteflika nous a mis dans une situation néocoloniale. Il faut bien imaginer, qu'à chaque élection d'un nouveau président, Jacques Chirac, Sarkozy, Hollande et Macron, chaque fois qu'ils étaient élus, ils venaient à Alger pour prendre des contrats. Jacques Chirac a sauvé Alstom comme ça, et il leur prenait des contrats. Il venait, contrairement à la doctrine officielle du néolibéralisme, il venait en tant que super commerciaux de l'industrie française. En cela, il défendait l'industrie française. Alors, des parents nous disent, il ne faut pas que l'État s'ingère dans l'économie, et d'un autre côté, les premiers, les plus hauts responsables de l'État se font les démarcheurs commerciaux de cette industrie.
Reprenons donc Mais justement, Monsieur Bouhamidi, juste pour revenir sur le Hirak, vous dites que le Hirak, celui qui a libéré l'Algérie en rejetant le règne de Bouteflika, etc., n'est pas le Hirak d'aujourd'hui. Est-ce que vous rejoignez, enfin plutôt, est-ce que vous rejoignez l'avis de certains analystes qui pensent que justement le Hirak actuel a été récupéré par des mouvances séparatistes, islamistes ou autres? Et si c'est le cas, qu'en pensez-vous? Alors, Yasmina, je vais revenir sur la... Moi, je ne l'appelle pas ça Hirak. Je l'ai appelé mobilisation populaire. Très bien. Je n'admets pas. Je n'admets pas. D'abord, en tant que prof de philo, enseignant, professeur des lycéens, qu'on vienne me dénommer. Si je dois me nommer, c'est à moi de le faire. Je nomme ce que je fais. Si on nomme à ma place ce que je fais, c'est que je suis pas autonome. En me nommant, en me donnant un nom, on me désigne ce que j'ai à faire. Or, nous ne pouvons être autonomes qu'en sachant ce que nous sommes. Et donc, nous devons nous battre sur la façon de nous appeler. Et ce que j'ai vu, moi, c'est une mobilisation populaire. Deuxièmement, le mot Hirak, si vous l'utilisez encore, vous laissez croire aux gens que dans la rue, il y a autant de gens qu'avant et il y a le même but qu'avant. Ce but a été réalisé. Dès que le but d'enlever Bouteflika et cerise sur le gâteau 104-40, les masses populaires se sont retirées. Et sont restés. Maintenant, je vais revenir à la deuxième question que vous m'avez posée. À part les ONG, les partis politiques qui, depuis longtemps, essayaient de se placer. Qui c'est qui manifeste encore? Eh bien, c'est des couches moyennes. C'est-à-dire que dans notre pays, en 2019, où il y a des dizaines, des centaines de milliers de cadres, il y a des milliers d'ingénieurs, de médecins, de pharmaciens, d'ingénieurs. Cette présence, il faut la comparer à 1962. En 1962, nous étions une société laissée par le colonialisme avec 6% d'alphabétisés parmi les hommes et 4% d'alphabétisés parmi les femmes. Et la majorité de ces alphabétisés l'ont été par l'association des ulama et par les écoles populaires du PPA. Ces couches moyennes, on pouvait gouverner. Bouteflika a gouverné l'Algérie de 2000 à 2019 comme s'il gouvernait une société d'analphabètes de 62. Il y a eu des transformations considérables. Ces couches moyennes, constituées de cadres, d'intellectuels, d'universitaires, il y a 1 500 000 étudiants, enfin il y a plus que 1 500 000 étudiants. Il voulait les continuer à les gérer comme un marabout. Et il se comportait en marabout. Et ce n'était pas une zabia. Ces couches moyennes, c'est une transformation de la société qui a produit de nouvelles exigences. Alors, à côté de ces partis, il y a des couches moyennes qui manifestent légitimement pour assurer leur naissance à la politique. Ils sont rentrés sur la scène politique, ils ont remporté une victoire, et ils continuent à manifester, non pas sur des considérations de type social, mais sur des considérations de type démocratique. Ils veulent avoir le droit de parler, de se réunir, de s'organiser et de dire leurs opinions. Or, cela, c'est légitime. L'erreur, c'est de confondre la masse de manifestants qui restent. Ils ne sont pas très nombreux. Au mieux, c'est 50 000. Et les intentions des forces organisées, parce que ce sont des forces organisées, les partis politiques sont des forces organisées, les ONG sont des forces organisées. Donc d'un côté, il y a ces couches moyennes, et de l'autre, il y a ces forces organisées. Est-ce qu'ils ont... Alors, dans ces forces organisées, il faut quand même rappeler certaines vérités. Dès le mois de mars, il y a une plateforme qui s'appelle Plateforme pour une Algérie nouvelle qui est signée
Et elle présente une image, un projet de société bon, que notre peuple n'a pas du tout suivi. Elle est signée par qui? Elle est signée par des gens qui se disent démocrates. Elle est signée par des modernistes. Elle est signée par les islamistes. Mais ce qui est le plus grave, c'est qu'à l'intérieur de ces signant avec ces modernistes, ces démocrates, ces laïcs, il y a le nom de Dina, qui est le chef du front islamique du djihad armé, de FIDA, qui avait pour mission d'assassiner des intellectuels algériens. Et donc qui ont assassiné Tarjaout, qui ont assassiné Boussepsi, qui ont assassiné qui ont assassiné aussi Abdelhak Ben Hamouda, secrétaire général de l'Union générale des travailleurs algériens. Mais ils ont assassiné, y compris des islamistes, dont Cheikh Bouslimani, qui était le responsable, un responsable d'une association culturelle qui s'appelle Islah al-Irshad, et que je connaissais personnellement. Je ne l'ai pas connu longtemps, j'ai pendant une année, et qui était devenu mon ami. Alors vous imaginez que cet homme devienne l'ami d'un homme comme moi, et ça prouve à quel point ils m'ont tué sous la torture parce qu'ils voulaient qu'ils justifient leur action de violence. Ces personnalités qui ont signé avec Dina, leur nom il est sur la plateforme. Je vais encore éviter de dire les noms, pour ne pas rentrer dans les petits détails. Mais justement, monsieur Bouhamidi, quand vous dites il y a certaines personnes justement qui ont essayé de s'approprier une partie du Hirak, même si vous ne les considérez pas aussi nombreux, et justement ces forces introduites après le déclenchement du mouvement populaire avaient plutôt pour objectif vendredi dernier d'activer et relancer les marches du Hirak. Oui. Et bien évidemment, certains, à l'image sans pour autant citer des noms, n'ont pas réussi, car le vendredi 70 du Hirak n'a pas eu le résultat escompté au vu de l'absence d'une mobilisation massive, comme à l'accoutumée depuis l'émergence de l'élan populaire le 22 février. Ça a été considéré comme un échec cuisant, mais est-ce que peut-on parler d'un flop à ce moment-là? Alors, oui, non, il s'agit d'un flop, c'est clair. Mais ce que je voudrais vous préciser, Yasmina, ayez un peu de patience avec moi, c'est qu'ils n'ont jamais réussi à manipuler le Hirak. Jamais. Les gens, la masse des gens qui étaient sortis sur la base d'un but qui était un but du type national et non pas un but social. Et donc les premières revendications de notre peuple dans la rue, c'était une revendication éminemment politique, c'est mettre fin à un régime oligarchique qui avait une forme maraboutique. C'est-à-dire on adorait Bouteflika comme si c'était le marabout du coin. C'est cela qu'on voyait sur nos yeux, c'est cela qui nous... Alors que les gens des ONG ne venaient pas avec un contenu politique concret, mais avec un contenu formel. Ils étaient venus avec la défense des droits de l'homme et de la démocratie formelle. Ce qui les intéressait, c'est qu'il y ait la mise en place d'une démocratie procédurière. Celle qui consiste à aller mettre un bulletin de vote dans l'urne une fois tous les 4 ans et ne pas contrôler celui qui a été élu. Bon, pour que nos frères immigrés, pour que je sois clair avec eux, la France, les Français n'ont jamais voté pour Sarkozy pour qu'il aille bombarder la Libye. Jamais. Et pourtant, il l'a fait. La démocratie procédurière, c'est celle-là. Elle est formelle. Vous mettez un bulletin dans l'urne, et puis après, ceux que vous avez élus font ce qu'ils veulent. Et le plus souvent, ils vous trahissent. Alors, ils n'ont pas réussi à manipuler ce qu'eux appellent le Hirak, la mobilisation populaire. Par la suite, ils ont faibli, mais quand ils ont faibli, ils n'ont pas été capables de faire leur autocritique, de comprendre pourquoi le nombre a diminué. Et le Financial Times et Crisis Group des États-Unis leur avaient dit quel était leur principal défaut. C'est qu'ils n'avaient pas réussi à mordre sur les masses populaires. Ils leur ont dit clairement,
Si vous ne mordez pas sur les masses populaires, vous n'allez pas réussir. Je vais expliquer à nos frères immigrés deux exemples. Ben Ali Pombe, quand l'UGTT, l'Union Générale des Travailleurs Tunisiens, entre dans les manifestations. À partir de là, Ben Ali Pombe. Sinon, sans l'entrée en masse de ce qu'on appelle la classe ouvrière dans les manifestations, ces dictateurs seraient restés. Moubarak, il y a des semaines de manifestations, enfin il y a des jours et des jours, c'était tous les jours les manifestations en Tunisie et en Égypte. Quand est-ce qu'ils tombent? Ils tombent quand la zone industrielle qui s'appelle Mahal al-Kubra, une immense zone industrielle. Les ouvriers sortent et viennent en tant qu'ouvriers. Là, il n'y avait plus d'espérance pour Moubarak, pour qu'il reste, et donc son entourage accepte de l'enlever. Ici, leur échec, c'est qu'ils n'ont pas mordu sur les masses populaires. Non seulement la classe ouvrière en tant que telle en Algérie, qui n'est pas dominante, ils n'ont pas réussi à mordre sur les paysans. Ils n'ont pas réussi à mordre sur le monde rural. Ils n'ont pas réussi à mordre sur les quartiers populaires. Et quand ils ont, les jeunes des quartiers populaires sortaient avec leur mot d'ordre un peu, les jeunes, hein, c'est-à-dire un peu fantasques, ça souvent. Style, ici c'est notre pays, nous en faisons ce que nous voulons. Mais qui n'étaient pas des programmes. Alors quand on regarde sérieusement, je veux dire pas en surface, pendant la première période, il y avait des mots d'ordre politiques. Dans la deuxième période, il n'y avait pas de mot d'ordre politique. Il y avait des tentatives de manipulation. Ils ont échoué, ils vont échouer encore. Quand il y a eu le décembre, les élections en décembre, il y a eu une tentative, mais alors tout à fait minime, d'autocritique. Un de leurs chefs médiatiques de plus écoutés, c'est un enseignant dans une université qui a dit oui, nous n'aurions pas dû insulter l'armée, nous n'aurions pas dû faire peur à l'armée, nous n'aurions pas dû dire à l'armée tu dégages. C'est peut-être parce qu'on a fait peur à l'armée que l'armée s'est braquée contre nous. Mais il a fait cette autocritique spontanément. Une semaine après, il disait le contraire. Il disait le contraire. Mais justement, Monsieur Bouhamidi, en parlant de l'armée, comme vous le savez très bien, l'Algérie se trouve actuellement confrontée à de sérieuses menaces, aussi bien à la frontière, enfin à sa frontière est qu'à celle la séparant des pays du Sahel, le Mali et le Niger en particulier, confrontée à un terrorisme avec les meurtriers. Selon vous, quel est le rôle de l'Algérie justement dans le conflit libyen? L'Algérie, c'est pas. Il faut d'abord comprendre que d'abord l'Algérie est une cible, avant même d'avoir un rôle. La première tentative de destruction d'Algérie, ça a été le terrorisme entre 1992 et 1999. L'Algérie, l'État algérien, l'État national, l'État qui nous a été légué par notre guerre de libération nationale, était une cible. Il est resté une cible. Lorsque les Américains décident de lancer le plan MENA. Le plan MENA, c'est Moyen-Orient, c'est Middle East and North Africa, qui s'appelle le chaos constructif. Et qui consistait à quoi? Qui consistait à démanteler les États nationaux et les transformer en une espèce de canton, en petits États ethniques. Alors, en guerre permanente entre eux, et qui avaient besoin donc en permanence d'un protecteur qui les arme et qui les maintient dans cet équilibre d'une guerre interminable. Et Condoleezza Rice et George Bush avaient appelé cela le chaos constructif. Voilà, c'était le chaos constructif, créateur, pardon, le chaos créateur. Et nous étions concernés par ce plan MENA, qui consiste à détruire tous les grands États. D'ailleurs, qu'Israël pense comme lui étant hostile, dans l'Algérie. La destruction de la Libye a été un des pas vers la destruction de l'Algérie. Et ça consiste à nous mettre au milieu d'un chaos généralisé qui va nous entraîner dans sa chute. Bien sûr,
il faut aussi préparer les conditions d'une entrée de la violence dans notre pays. Mais on nous a ramené Daesh à nos frontières Est. Qu'est-ce que fait la Turquie quand elle ramène les terroristes de Syrie, quand elle ramène les frères musulmans? Ils sont en train de créer à nos frontières une immense armée. C'est des dizaines de milliers d'hommes fanatisés par la doctrine wahhabite et payés par l'argent des pays du Golfe. Ils mettent à nos frontières. Ce qui représente un immense danger pour notre État, ce sont deux choses. Un, c'est l'effondrement des États voisins. La Libye s'est déjà effondrée. On est en train d'essayer d'effondrer le Mali, qui est absolument stratégique pour notre sécurité nationale. Donc voilà la première des choses. Deuxièmement, ils sont en train de détruire l'idée d'un droit international. Alors que le droit international garantit l'existence des États nationaux, maintenant, sous prétexte de menaces terroristes, l'ingérence, elle est devenue quasiment légale. Nous devons donc, nous, en tant qu'État national, notre peuple, hein, je ne parle pas ici de l'armée ou du gouvernement, notre part à nous en tant que peuple, à la base, en tant que militants, en tant que citoyens, en tant que parents, nous devons absolument défendre de nouveau l'idée qu'il existe un droit international qu'on peut opposer à l'impérialisme actuel, aussi bien des Américains que l'OTAN, que les menées de l'État français colonial et néocolonial. Je ne parle pas du peuple français, pas du tout. Non, nous nous souvenons qu'il nous a donné d'innombrables amis pendant notre guerre de libération nationale. Il nous a donné des porteurs de valises, il nous a donné le réseau Janson, il nous a donné, et même après la guerre d'indépendance, personne ne peut oublier l'amitié que l'abbé Pierre a portée à nos frères immigrés. Bien que ensuite l'abbé Pierre a été mis au silence par les manœuvres que tout le monde connaît. Alors, mais M. Bouhamidi, juste pour revenir sur l'aspect justement sécuritaire, qu'est-ce que vous en pensez justement de l'article 31 de la mouture de la révision de la Constitution qui offre un socle légal à l'intervention... Pardon ? Oui, sur l'armée, oui. Oui, absolument, qui offre un socle légal à l'intervention de l'armée nationale populaire en dehors du territoire national, oui. Bien sûr dans un cadre précis, dans le cadre des interventions de maintien de la paix. Oui, ce que nous devons d'abord faire, c'est que notre intervention internationale, elle doit être d'abord politique. Nous devons maintenir l'existence des États nés de la libération contre le colonialisme. C'est ce qui est fait à l'heure actuelle, M. Bouhamidi. Oui, d'accord. En tout cas, c'est le message véhiculé par le président de la République à l'heure actuelle. Oui, je ne sais pas ce qu'a dit le président de la République. Moi, je vous dis ce que moi, je pense. Nous devons revenir à la politique que nous avons connue à l'époque des indépendances, c'est-à-dire la solidarité sud-sud. Il faut que nous retrouvions la route de nos échanges commerciaux. On avait une foire de la Sihar au niveau du Hogar, entre nous et les pays du Sahel. Il faut qu'on essaie de renforcer nos coopérations culturelles, politiques, militaires pour maintenir intacts ces États. L'intervention de l'armée doit se faire à l'intérieur de cette défense des résultats de la libération nationale. La défense de ces États, empêcher que ces États s'effondrent et que s'installe à nos portes ce chaos destructeur. L'Algérie est la cible d'intervention étrangère à l'intérieur de notre sol, mais aussi autour de nous. Nous devons donc comprendre que cette mesure qui permettrait à l'armée de défendre notre pays, notre État, notre souveraineté nationale, elle doit reposer sur une nouvelle conception de la souveraineté. La souveraineté aujourd'hui ne peut pas être seulement celle du sol, c'est-à-dire avoir la souveraineté sur notre territoire. Nous devons reconquérir notre souveraineté monétaire. Ça veut dire quoi qu'un pays n'a pas le droit de commercer avec tel ou tel autre pays, par exemple avec l'Iran, le Venezuela, parce que le commerce se fait avec le dollar. Alors nous n'avons pas de souveraineté monétaire. Nous n'avons pas de souveraineté politique. Puisque il y a des normes, on décide sur la base de valeurs.
non pas sur la base du droit, mais sur la base de valeurs, et s'il faut attaquer un pays ou un autre. Nous devons reprendre notre souveraineté commerciale. Nous devons avoir le droit de commercer avec qui nous voulons. Or, avec l'accord de l'Union européenne, nous avons perdu cette souveraineté. La souveraineté est devenue un concept complexe. Et dans ce concept complexe, notre souveraineté nationale, elle devient dépendante de la souveraineté de tous les États qui sont dans notre entourage. Et c'est la défense de ces États à exister, à résister, à se maintenir, qui est aussi la garantie du maintien de notre État tel qu'il est. Très bien. Alors, encore une fois, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été notre invité dans le grand forum sur France Maghreb 2. À très bientôt, M. Bouhamidi. Merci, Yasmina. Merci beaucoup. Merci à nos frères immigrés de nous avoir prêté attention. À très bientôt, M. Bouhamidi.